Dans le podcast AWS en français, on parle de Replibyte. C'est un outil qui permet de créer des bases de données de dev à partir des bases de données de prod. On vous explique ça de suite. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, comme tous les vendredis matins, nouvel épisode, une semaine sur deux avec un invité, une semaine sur deux où je parle tout seul des nouveautés AWS. Cette semaine, c'est la semaine de mon invité, j'ai le plaisir de recevoir Romaric Philogène, CEO, cofondateur de Covery, qui était déjà venu dans le podcast pour les fidèles, les plus fidèles d'entre vous, parce que j'ai dû aller remonter dans les archives, c'est le numéro 18 en février 2020, donc il y a 3 ans maintenant, c'est assez incroyable. Bonjour Romaric, merci d'être là, on va parler de Replibyte, de sa genèse, à quoi ça sert pour moi développeur, de comment ça marche sous le capot. Mais juste en un mot d'abord, Covery, c'est une startup que tu as créée il y a quelques années, il y a 3-4 ans, qui permet aux développeurs comme moi de déployer des applications sur AWS extrêmement simplement. Git push et puis mon application est déployée, c'est ça en quelque sorte. Ouais, salut Sébastien, et c'est un plaisir d'être présent. Aujourd'hui, effectivement, on avait discuté au tout début de Covery, l'aventure Covery, donc c'est un vrai plaisir. Et exactement, la mission de Covery n'a pas changé, ou presque. Du coup, effectivement, de pouvoir déployer des applications de manière extrêmement simple sur le cloud, sur AWS pour les utilisateurs. Aujourd'hui, on a commencé, quand on s'était eu, je pense qu'on était dans les alentours des 50 développeurs qui utilisaient la plateforme. Aujourd'hui, on en a plus de 40 000. Wow. Donc, il y a quand même une certaine croissance. Voilà, exactement. Et en gros, voilà, cette mission est toujours là. Comment est-ce qu'on permet à quiconque, à n'importe quel dev, de pouvoir bénéficier finalement des services AWS qui sont mis à disposition, de pouvoir déployer ces applications extrêmement simples. Et aujourd'hui, on a été encore un petit peu plus loin. C'est notamment dans une optique de comment est-ce qu'on permet aux équipes de développement de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des environnements à la demande, éphémères ou non, pour pouvoir développer toujours de manière plus rapide, pouvoir tester des features, etc., etc. Et c'est là où ça devient intéressant et que ça me permet de faire une jonction notamment avec Replibyte. Donc je peux créer une branche sur mon projet, ça me crée un environnement pour tester cette branche. C'est ça l'idée, j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Et quand je suis dans une branche, forcément j'ai besoin de données aussi, donc j'ai besoin d'une base de données, et donc souvent on doit se palucher une copie de la base de données à la main, et c'est là qu'arrive Replibyte. Exactement. C'est vraiment ça. On est dans on crée, nos clients vont créer de nouvelles branches de travail. Ils vont avoir des applications type microservicés, back-end, front-end, plusieurs back-end, des bases de données associées. Et on avait cette question qui était vraiment récurrente, qui était comment est-ce que je fais finalement une fois que mon environnement a été créé par Covery? Super, c'est super smooth, super rapide sur son propre compte cloud. Comment est-ce que je fais finalement pour avoir des données en fait de tests qui vont me permettre de pouvoir vraiment valider la feature sur laquelle je travaille? Et c'est là où est venue de manière extrêmement simple l'idée de Replibyte. Donc nous, nos clients, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des propres scripts de seed. Donc ils allaient seeder, créer leur propre script de seed, et passer pas mal de temps à faire de la plomberie notamment pour pouvoir créer ce set de données. Mais le risque... Typiquement, c'était un export de Postgres et un réimport dans l'environnement de dev, ou sur cette branche-là, ou c'est plus compliqué que ça? Alors, c'est ce qu'ils faisaient. Le seul problème, c'est que nous, on bosse avec des insurtech, fintech, HR company, donc des sociétés où la donnée est relativement sensible, et c'est un problème finalement de pouvoir bouger cette donnée-là de production, la mettre sur des environnements de test. Ça reste un problème qui est majeur, notamment en termes de privacy. Et la question, c'était comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous connaissez un tool? Est-ce que vous êtes partenaire d'un tool qui nous permettrait en fait de pouvoir anonymiser la donnée justement qui a été pris de la prod vers le développement. Évidemment, on veut pas que les adresses email, les noms, les adresses des clients arrivent dans des bases de dev et de test, fussent-elles éphémères, le temps de tester une nouvelle feature. C'est ça. Donc, et c'était assez drôle parce que quand on a commencé à lancer le projet, c'est là où on avait vu, je sais pas si tu as vu ça, Sébastien, que Air France, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, c'était un petit peu moqué, c'était Kevin ou Julien. Julien a fait des tests en prod et tout le monde avait reçu toute la base d'utilisateurs, des millions d'utilisateurs qui avaient reçu test. Et il y avait une autre boîte qui avait aussi un peu réitéré dans le même genre. C'était assez drôle puisque il y avait quand même pas mal de mèmes dans ce sens-là. Tout va bien, on fait des tests en prod avec de la donnée de prod. Tout va bien. Bon, on a saisi l'occasion, notamment d'un point de vue communication, pour dire, hey, vous savez, il y a des outils qui permettent de justement se prémunir de choses-là. Et c'est notamment, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent et tout le monde l'a fait. Moi-même, je l'ai fait lorsque je faisais en tant que développeur dans certaines boîtes. Maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu plus regardé avec la RGPD, avec d'autres histoires de data privacy.
La blague qui tourne, c'est que tout le monde a un environnement de test pour tester des nouvelles fonctionnalités et certains ont la chance d'avoir un environnement complètement séparé pour tourner la production. Ouais. C'est ça. C'est drôle. Blague de geek. Donc c'était ça le besoin du départ. Je veux développer sur une branche, j'ai mon environnement de test spécifique à ma branche qui est créé automatiquement par Covery. Et donc je dois alimenter cette branche, cette infrastructure temporaire avec des données similaires à la prod, mais pas exactement les mêmes, donc anonymiser notamment les données. C'est ça que fait Replibyte. J'ai bien compris, c'est un bon résumé. Exactement, c'est vraiment exact. Comment je peux l'utiliser? Comment je démarre si je veux l'utiliser? C'est voilà. Alors déjà, c'est un projet open source, 100% open source, qui est pas du tout. C'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas Covery, si tu n'utilises pas Covery, tu peux en bénéficier. Aujourd'hui, on a pu tracer, puisqu'on a les informations en fait de plus de 1000 boîtes qui utilisent ce produit-là. On a des boîtes comme Cloudflare, des ingénieurs de boîtes comme Cloudflare, Google, même chez Amazon, on a eu des retours et des personnes qui utilisent en fait le produit, puisque c'est relativement convenient. Et nous, on l'a créé en fait dans une optique, donc c'est une licence. Il me semble, alors je MIT. Pas de bêtises, MIT. Je suis sur la page GitHub là maintenant. Voilà, bah super, merci. Je me souvenais plus de la licence qu'on avait mis, mais vraiment c'est un produit qui peut être exploité, réexploité, réutilisé, modifié et réadapté sans aucun problème. Et de la manière dont on l'a créé, c'est que c'est un seul binaire. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de serveur, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment un binaire qu'on va pouvoir installer sur sa machine, tout simplement en faisant sur macOS brew install Replibyte ou apt install Replibyte. Linux, ouais. Voilà, sur Linux, et pouvoir bénéficier finalement de cet outil-là. Donc c'est un binaire qui a été créé, donc derrière c'est en Rust, ça a été codé en Rust, qui est installable, utilisable, il n'y a pas de dépendance externe, et de là on va pouvoir bénéficier et créer, notamment à partir d'un dump existant ou pas, ou d'une connexion à une base de données en fait source, on va pouvoir créer un dump tout simplement en fait de test à partir de celui-ci. Voilà. Je peux rentrer un peu plus dans le détail puisqu'il y a un fichier de configuration et comme je disais, la partie qui est vraiment intéressante puisque la question ça serait ok, mais quelle est finalement la différence entre utiliser un PG par exemple sur PostgreSQL, un PG dump versus Replibyte, c'est qu'on a vraiment cette notion finalement d'anonymisation de la donnée qu'on va pouvoir déclarer, c'est-à-dire le schéma de sa base de données, on va pouvoir le déclarer dans un fichier de configuration. Et lorsqu'on va faire l'opération, notamment Replibyte, dump, create, etc., ça va anonymiser la donnée on the fly. Donc in memory, vraiment, donc byte by byte, on jug, on parse, on analyse les données qui passent, qui transitent, etc., et on va pouvoir anonymiser la donnée et tout simplement la restituer en fait dans un dump ou dans une source. Soit on peut la réinjecter dans une base de données directement, ou soit on peut passer par ce qu'on appelle un data store intermédiaire directement. Alors on passe toujours par un data store qui peut être un disque ou qui peut être une bucket S3 simplement. Voilà. Et ça veut dire que je dois définir un modèle de données, un fichier de configuration qui dit quels sont les champs qui contiennent de la donnée sensible. Oui, exactement. C'est un YAML, un JSON, un truc comme ça. Et c'est un YAML, voilà, exactement. On va pouvoir telle table, telle colonne. Exactement. Et comment vous anonymisez, vous mettez des petites étoiles, vous remplacez par des données random, un dictionnaire. Ouais. C'est c'est au choix de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on a une notion qu'on a appelée les transformers, donc on peut utiliser rien à voir avec le film ou donc on a en fait des modules qui s'appellent les transformers qu'on va pouvoir utiliser sur chaque champ de colonne qu'on va déclarer. On va pouvoir dire écoute, je veux pouvoir appliquer ce transformer là. Donc si on veut une séquence random, si on veut juste hacher en fait un email, si on veut en gros appliquer tout type d'opération, on peut le faire. Donc on a des transformers qui sont built-in notamment dans Replibyte, donc tout le monde peut y contribuer et en créer en fait de nouveaux. Et on a même la notion, et là c'est intéressant, notamment de transformers de type WebAssembly. C'est-à-dire que toi, Sébastien, tu veux créer ton propre plugin transformer, tu veux pas forcément le partager avec la communauté parce que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais tu veux pouvoir appliquer des opérations de transformation, notamment sur de la donnée que toi tu comprends et tu connais, et ben tu vas pouvoir créer ton propre plugin en fait WASM que tu vas charger en fait au runtime, notamment sur Replibyte. Ça se fait très simplement, c'est expliqué dans la documentation et ça marche très très bien. Maintenant la question, je suis pas familier de WebAssembly, mais ça suggérerait que je suis pas obligé d'utiliser du Rust, je peux utiliser du JavaScript ou n'importe quel autre langage qui supporte WebAssembly. Exactement, c'est exactement cool, ça. Ouais. Voilà. Et une des caractéristiques, pourquoi est-ce qu'on a fait ça?
on a utilisé, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas utilisé, on aurait fait du shell out, notamment sur, en fait, des commandes externes. En gros, on a vraiment un besoin de performance extrême, puisque tout se fait in memory. Alors, je moyenne pas tout exactement, parce qu'on a des opérations type subsetting qui permet de réduire la base de données qu'on target, c'est-à-dire que si on part d'une base de données de 1 Tera, on veut peut-être récupérer que 5% de cette base de données-là, et du coup avoir une taille moindre. Là, on va pas pouvoir faire les opérations full in memory, mais par contre, sur la partie vraiment processing, de toute manière transformation, on a besoin d'un maximum de performance, puisque on va traiter chacune des rows, chacune des colonnes avec ces transformants-là. Donc, si on commence à faire des appels système à chaque fois pour pouvoir ouvrir le binaire, etc., lire la donnée, la passer, faire la transformation, c'est un problème. Et c'est là où WebAssembly, notamment lorsque c'est chargé in memory, on va pouvoir faire vraiment ces opérations de manière extrêmement rapide dans le programme lui-même. Techniquement, c'est chargé dans le process, ou oui. comme une librairie dynamique qui est chargée dynamiquement. D'accord. Oui, tout à fait, c'est ça. On utilise Wasmer en runtime. D'ailleurs, je passe le bonjour à Cyrus, qui est le CEO de cette boîte-là et de ce projet, de ce produit open source qui est super. Et on utilise Wasmer en runtime qui nous permet de charger notamment tous ces modules-là. Alors, tu as parlé d'un data store intermédiaire, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est quoi? Il rentre où dans l'image entre la base de données source et destination? Voilà, c'est une super bonne question. En gros, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. C'est-à-dire qu'on travaille, nous, nos clients, et la plupart des boîtes, en fait, travaillent dans des environnements isolés. Leur production va être isolée du staging, le staging va être isolé, en fait, du développement. Et tout ça tourne dans des VPC, si on parle en terminologie AWS, tourne dans des VPC, vont être dans des VPC différents si ça a été structuré de la bonne manière. Ok. Le data store est extrêmement important parce qu'il nous permet, entre autres, de pouvoir faire déjà RepliByte et un binaire standalone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le rapprocher le plus possible de la base de données de prod sans qu'il y ait de leak de données. C'est-à-dire il n'y a pas de fuite d'information, la donnée ne sort pas de ce VPC et de cet environnement-là. Ça, c'est une caractéristique qui est première et qui est importante. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire le dump, lorsqu'on va créer notamment notre seed avec RepliByte, on va pouvoir le faire in place dans le VPC de production. Et on va pouvoir stocker un dump à un endroit donné. C'est ce dump-là qu'on va vouloir stocker, qui est très important de pouvoir exposer à l'ensemble des autres environnements. Donc, il a été déjà anonymisé, donc il n'y a pas de risque de données qui fuient, et qui va être posé dans une bucket S3. S3, ça fait légion, c'est accessible depuis n'importe quel service. C'est un service qui est utilisé partout, donc sans restriction. Et c'est là où on va pouvoir utiliser RepliByte dans les autres environnements, aller sourcer la donnée directement depuis S3 et de pouvoir la réimporter. Et d'ailleurs, il y a un point qui est extrêmement important et de la manière dont on a conçu le produit, c'est qu'on n'a pas de base de données. C'est-à-dire vraiment, c'est un binaire standalone. Il n'y a pas de base de données. Par contre, on met à la racine de la bucket dans laquelle on va stocker, on va mettre en gros un fichier qu'on appelle metadata qui contient juste tout simplement, c'est un JSON avec la structure et les informations notamment de backup et de restauration à ce niveau-là. Ce qui fait que quand on va se connecter sur cette bucket à partir d'un autre environnement, on va lire ce fichier metadata et on va pouvoir récupérer toutes les informations, en gros, de la base de données, du dump, etc. Quand est-ce que ça a été fait? Oui, et puis il y a des questions d'impact de performance aussi. Si vous avez 50 développeurs qui clonent la base de prod, vous n'allez pas aller lire la totalité des données 50 fois de la base de prod et impacter ses performances. Le fait d'avoir ce dump intermédiaire, ça permet de faire la lecture qu'une fois de la prod, peut-être le rafraîchir toutes les semaines ou tous les mois, etc. Exact. Mais de pouvoir consommer cette copie intermédiaire et pas aller impacter la donnée de prod. Exactement, Sébastien, tu as parfaitement raison, parce que c'est vraiment un sujet, lorsqu'on fait un dump de la prod. Déjà, la plupart des boîtes ont des process déjà de dump, ils vont utiliser des services chez AWS pour pouvoir gérer ces dumps, les exporter. Voilà, faire du backup, et on veut pas le faire, on le fait à certaines heures. Donc nous, on est capable, avec RepliByte, est capable de sourcer tout simplement d'utiliser un fichier qui existe déjà, de faire une opération une fois, puisque c'est quand même une opération coûteuse, vous payez tout de même les ressources en termes de processing, donc le faire une seule fois, mais mettre à disposition du coup le fichier final, le dump final, à disposition de tout environnement qui a accès notamment à cette bucket-là. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que même on a RepliByte a vraiment été fait pour être utilisable à la fois dans des environnements sur des serveurs, mais aussi sur sa machine locale. C'est-à-dire que si en tant qu'utilisateur, en tant que développeur, tu veux créer t'as un Docker Compose, tu veux seeder ta base de données de dev, en fait, sur laquelle tu travailles en local, puisque tu travailles sur un projet, tu veux pouvoir sourcer ce dump-là, aucun problème. Si tu as les accès en fait à la bucket, tu as accès au fait au dump.
à tous les dumps et tu peux pouvoir l'injecter en local. Ce qui coûte cher en termes de performance, c'est créer ce dump, au fait, parce que vous devez faire un subset, comme tu l'as dit, peut-être d'une base de données énorme. On va pas copier plusieurs terabytes, ça va être forcément un sous-ensemble. Il faut aussi appliquer les transformeurs de filtres. C'est là qu'il y a une opération lourde en termes de consommation I/O et CPU. Une fois que le dump est fait, importer et créer une copie de la base de données, c'est plutôt simple, je me trompe, ou je peux être naïf peut-être sur ce coup-là, mais c'est juste un port, créer une petite base de données. Ah, franchement, c'est ni plus ni moins que ça, exactement. Et par contre, on a dans l'expérience utilisateur, c'est vraiment un point qui est extrêmement important chez nous, chez Covery en général. C'est comment est-ce qu'on permet finalement d'importer un dump, donc d'avoir un historique, de pouvoir importer facilement un dump et de même en one line avoir même un container local qui se spin up. Donc si tu veux pouvoir tester en fait ton dump, tu vas avoir en fait la bonne version de Postgre qui va être déployée. Par exemple, si tu utilises Postgre, tu vas avoir en fait ton dump qui va se charger automatiquement, dynamiquement. Et nous, on le fait de manière sécurisée. Un aspect dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on est aussi capable en fait sur la transformation, il l'envoie sur une bucket S3 de compresser et surtout de chiffrer en fait on the fly. Chiffre au niveau applicatif, donc en plus du stockage du chiffrement S3. Ouais, exactement. Chiffré au niveau applicatif, du coup, sur le dump lui-même. Donc, les données qu'on voit notamment sur dans la bucket, ce sont des données qui sont chiffrées. Voilà. Et ça, on le rend super convenient. Oui, avec un système de clés, ça veut dire que le développeur doit avoir la clé qui permet de déchiffrer les données du dump. Oui, tout à fait. Donc, il faut un système de key management, etc. C'est bien. Exactement. Et c'est là où on a eu des contributions relativement intéressantes avec STS, avec en fait d'autres systèmes. Et c'est là où la communauté en fait a été super involved puisqu'on répond à un problème qui est juste. Il y a tellement de boîtes qui ont ce sujet, ce problème-là. Et c'est là où on a des contributions, notamment sur cet aspect sécurité, parce que c'est toujours un sujet qui est relativement sensible. Comment est-ce que du coup on peut se partager des clés de manière sécure? Sans avoir à les spreader partout, quoi. Alors, la création des environnements sur AWS se fait de façon automatisée, infrastructure as code, surtout avec Covery, mais pas que. Et donc, typiquement, je voudrais importer, utiliser la commande replibyte et l'import dans le script de création de mon environnement pour que tout ça se fasse automatiquement. C'est comme ça que ça se fait dans la chaîne de CI/CD. On apporte la base de données aussi. Exactement. Vraiment à tout niveau. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent sur les frameworks, dans tout plein de choses, c'est-à-dire même sur GitLab, par exemple, si on cherche à savoir comment est-ce qu'on peut citer une base de données sur tel framework qu'on va utiliser, je pense par exemple à comment il s'appelle cet ORM? Il y a un ORM, bref, en TypeScript, JavaScript qui est super connu aussi. Ils ont de la documentation sur comment seeder finalement. C'est toujours le même problème, c'est comment seeder du coup de la donnée de dev pour pouvoir runner ses tests, pour pouvoir faire juste de la validation aussi fonctionnelle. Et il y a des choses en fait dessus, il prépare en fait tout ce qu'il faut, mais il manque la matière finalement, l'outil qui permet de seeder la donnée, et c'est souvent à base de scripts manuels, etc. C'est là où on voit que c'est un peu la dernière roue du carrosse. Les gens ont pas trop envie de s'embêter, sauf que tout le monde finit par être bloqué par cette partie-là. Ouais, ou faire des bricolages qui sont pas nécessairement sécurisés. Il vaut mieux que une équipe regarde un peu la sécurité de ce truc-là, parce que c'est quand même clé. C'est la pierre angulaire de la sécurité de ton environnement de développement et de test. Complètement. Et d'ailleurs, alors nous, en 6 mois, avec ce produit-là, on a été 3 fois sur Hacker News en première page. Et c'était souvent le point qui en est, tous les détracteurs qui parlaient vraiment de l'aspect sécurité, ne serait-ce que, évidemment, et ce sont des points d'amélioration sur lesquels on va travailler, parce que c'est pas un produit qui est parfait du tout, mais par exemple, le fait de définir le schéma d'une base de données. C'est un problème en soi, puisque le schéma d'une base de données est amené à évoluer. C'est-à-dire que si on oublie ou on omet finalement d'indiquer un champ comme étant en fait privé, ça peut être un problème. On peut leaker une information. Donc on a connaissance en fait des limitations. Ces limitations ne sont pas cachées. C'est un produit open source. Il ne demande qu'à être amélioré. Et ce sont des choses en fait sur lesquelles on va travailler. Mais l'aspect sécurité sur ce genre de produit, c'est clairement essentiel. Et c'est pour ça qu'on a voulu le faire le plus simple possible. Pas de serveur, pas de dépendance extérieure. Tout est maîtrisé sous contrôle dans un environnement cloisonné. Mais c'est des choses qu'il faut continuer à améliorer.
Ce problème de description du schéma de base de données, c'est une erreur humaine que tu décris là. C'est le développeur ou l'admin database qui a oublié de dire tiens, ça c'est le champ mot de passe, c'est con. et ce champ est exporté tel quel sans transformation. Enfin bon, évidemment les mots de passe sont pas stockés en clair dans une base de données. Voyons. Mais comment on peut pallier à ça? Parce que pendant que tu parlais, je me dis il y a la place pour du machine learning, qu'on pourrait essayer de découvrir automatiquement par l'intelligence artificielle quel est le type de données, faire des recommandations. C'est ce que fait Messi chez nous sur les Bucket S3 par exemple. C'est le genre de piste que t'as en tête. Ouais, clairement, il y a ce genre de passage. Encore une fois, la philosophie, c'est de garder un binaire simple. Performant. Voilà, c'est vraiment, alors c'est vraiment le point derrière. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de traiter notamment ces cases-là sans avoir besoin de serveurs externes, de commencer à partager de la donnée, de faire du processing longue durée, etc. Et c'est là où le challenge il est. Est-ce que je serais plutôt un défenseur du comment est-ce qu'on peut faire vraiment les choses extrêmement simples? Est-ce que il y a une routine? Est-ce qu'on peut donner en fait un process où on intègre en fait RepliByte finalement dans son release process aussi, avec un fichier de conf au niveau de son de son projet? J'en sais rien, c'est encore en phase exploratoire, mais effectivement le côté un peu magique qui serait de découvrir finalement les champs sensibles, ça serait un peu l'idéal. Mais c'est très compliqué sans contrôle. Voilà. Par contre, une chose qui pourrait être relativement simple, ça serait de fournir notamment une interface ou un diff, en fait, être capable de pouvoir versionner les versions de schéma et les changements en fait opérés et une validation finalement au préalable en fait des changements de schéma, c'est-à-dire qu'ils demandent à être review. RepliByte ne fait plus de backup lorsque le schéma en fait a changé. Après il y a la question de comment est-ce que tu notifies, etc. Blabla, toujours avec cette optique de pas de serveur. Donc comment est-ce que tu fais en sorte que du coup ça soit indépendant complètement? Mais ça pourrait être une piste aussi, c'est-à-dire détecter ces changements de schéma qui permettraient de garantir qu'il n'y a pas de leak. Donc voilà, vaut mieux, encore une fois, peut-être arrêter le process plutôt que d'essayer de faire des choses automatiquement qui risquent de ne pas marcher. Du coup, on perd la confiance de l'utilisateur et c'est là où il faut pouvoir arbitrer, quoi. J'aime bien cette philosophie de l'outil simple qui fait qu'une chose et qui le fait bien et qui est self-contained. C'est la philosophie de Unix, hein, si on réfléchit aux 50 dernières années, avec un ensemble d'outils extrêmes, de briques de base extrêmement simples qu'on peut combiner les unes aux autres pour faire des choses plus compliquées. C'est peut-être plus facile à maintenir, mais ça donne des challenges également. Ce dont on vient de parler avec l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, c'est pas facile à intégrer ce genre de fonctionnalité dans cette philosophie-là. J'avais d'autres questions. Je retourne. Est-ce qu'il y a des limites de taille sur la base de données? J'avais pris quelques notes pendant que tu parlais. J'ai quelques questions comme ça parce que des bases de données de prod, ça peut être énorme. Oui, alors c'est une super bonne question et merci de la poser, Sébastien. Déjà en base de données, juste pour clarifier, RepliByte est intégrable avec n'importe quel type de base de données, que ça soit du SQL ou du NoSQL. Aujourd'hui, en gros, la communauté, moi j'ai créé le connecteur PostgreSQL parce que c'est une des bases de données majeures utilisées par nos utilisateurs, mais la communauté, et je remercie d'ailleurs les deux personnes qui ont été involved, notamment Fabrice et une autre personne sur le connecteur MySQL et MongoDB qu'ils ont créé, mais on peut vraiment associer n'importe quel type de base de données à ça. Donc ça, c'est le premier point. En termes de taille de base de données, c'est une vraie bonne question. Aujourd'hui, RepliByte, en gros, on l'a fait pour des bases de données moyennes, des alentours, en fait, inférieures à 100 gigas. Ça fonctionne bien sur des bases de données inférieures à 100 gigas, mais dès lors qu'on est au-delà, en fait, on va avoir des temps de processing, des temps vraiment qui sont relativement importants, et ça demande aussi d'avoir, dès lors qu'on fait du subsetting, avoir une taille de disque relativement conséquente puisqu'on reconstruit des index. J'ai créé un système qui permet de reconstruire des index on the fly et de pouvoir faire en fait des opérations, notamment parce que le but du subsetting, c'est de garder une consistance entre la donnée, entre les différentes tables, entre les différentes informations. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais si tu enlèves des données d'une table de référence, il faut évidemment enlever les données qui pointent vers ces données-là. Donc faut comprendre les liens et les dépendances entre les tables. C'est ça. Ah oui, c'est pas évident du tout ça. Non, et c'est de recréer une structure, du coup, une memory. Après, on peut la poser sur disque, mais du coup, il faut pouvoir la charger rapidement et pouvoir avoir ses index, notamment pour aller traiter la donnée rapidement. Ça prend, en fait, d'ailleurs, c'est une partie sur laquelle moi je travaille pour pouvoir améliorer les performances, mais ça prend beaucoup de temps.
Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que c'est relativement limitant aussi, notamment pour pouvoir travailler sur des bases de données plus conséquentes. Et c'est là où on voit aussi, et c'est pour ça qu'il faut accepter les limites d'un système. Je pense que c'est extrêmement important. Replibyte, est-ce que Replibyte sera la solution, notamment pour pouvoir traiter des terras de données? Peut-être pas dans la version telle qu'elle en fait des choses. Ça sera peut-être une version distribuée, là du coup avec un serveur, avec un back-end, etc. Parce que au final, là on est sur des problèmes juste physiques. De scalabilité. Exactement. On peut pas faire non plus de la magie. Il y a des choses qu'on peut faire, ou ça peut être même une revue d'un point de vue design finalement du comment est-ce que le produit fonctionne. Est-ce que des opérations on ne pourrait pas les faire directement sur la base de données, utiliser le moteur ou de réinjecter ça, du coup utiliser un binaire de la base de données en local pour pouvoir faire les opérations, du coup bénéficier de base du moteur. De données, c'est ça, Voilà, exactement. Je suis en train de penser à haute voix, donc je dis peut-être des bêtises. Il y aurait moyen de travailler d'un dump de la base de données. La plupart des bases de données permettent de faire un export, un dump, plutôt que de travailler sur le moteur, aller lire, dumper avec le moyen natif de la base de données, et puis avoir Replibyte qui utilise le dump comme source de données. Et là, vous avez tout le temps qu'il faut. Enfin, il y a moins de. Ah, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites déjà, d'accord. C'est ce qu'on peut. C'est ce que le choix encore une fois à l'utilisateur. Okay. C'est exactement la manière dont Replibyte fonctionne aujourd'hui. T'as parfaitement raison. Mais tout le temps. Par exemple, une fois, j'ai eu un utilisateur, il me dit, ouais, ça fait 7 jours que je fais tourner Replibyte, du coup, il est encore en train de processer. 7 jours, c'est long. C'est très long. Oui. Dans une chaîne de CI/CD. Non, c'est 7 jours pour créer votre dump intermédiaire. Donc, c'est l'opération qui se fait une fois par mois, par trimestre, voire par année en fonction des use cases. Oui, c'est plutôt ça. C'est la vraie question, c'est quelle est la récurrence finalement, quel est le niveau de fraîcheur dont j'ai besoin d'avoir pour mes données, sachant que, encore une fois, s'il y a une modification de schéma sur des produits, nous on bosse avec des boîtes qui sont quand même relativement dynamiques ou qui changent beaucoup, en fait. Voilà, ça change tout le temps. C'est finalement la fraîcheur de ces données-là. Est-ce qu'elles ont besoin d'être rafraîchies tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois, tous les semestres, tous les ans? C'est ça qui va vraiment conditionner finalement l'aspect performance et là où être plus ou moins sensible. Mais voilà, ça dépend encore une fois. Mais la chance, c'est que et ça, du coup, j'ai fait ma petite analyse marché de mon côté par rapport en fait à nos utilisateurs. Les bases de données, finalement, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on parle de big data, on parle du cloud et de pouvoir stocker énormément de données, etc. Et la plupart en fait des services, notamment SaaS, ont très peu de données. C'est incroyable parce que finalement leur service va utiliser une myriade de services autour, Stripe pour le paiement, Intercom pour le support ou Zendesk, etc., énormément de services qui eux-mêmes vont stocker de la donnée, mais du coup sur leur use case, mais en termes de données métiers, eux, à leur niveau sur leur base de données, par exemple Postgres, ça reste relativement super light. D'ailleurs, petit scoop, mais Covery, on a quasi pas de données, nous, puisque tout est stocké de toute manière chez les clients. Donc, c'est vrai que moi, enfin, on a tendance à raisonner sur des use cases à la Amazon.com, à la Twitter ou à la Facebook. Ouais. Voilà, ça concerne très peu de sociétés. Et quand on parle big data, faut quand même relativiser la réalité dans laquelle la plupart des entreprises vivent n'a rien à voir avec Amazon.com qui reste une exception. Ouais, en tant qu'ingénieur, on souhaite tous travailler sur des problématiques à échelle et avec des problèmes de performance dans tous les sens. Mais c'est vrai que la plupart des boîtes, finalement, on peut ces problématiques-là, clairement. J'ai vu en préparant cet épisode et en lisant le site web dont vous trouvez évidemment la référence dans les notes du podcast comme d'habitude, que vous avez des grands plans aussi pour faire de la synchro en continu, parce que là on parle de one shot, j'exporte, je réimporte plusieurs fois, donc un export et puis n réimport par développeur, par branche, par environnement de dev. Mais t'as déjà en idée la possibilité d'un refresh continu, d'une espèce de synchro continu entre la prod et le test? Ouais, alors je dois expliquer en fait d'où vient cette idée en fait et le pourquoi, parce que je pense que c'est plus important. En gros, Replibyte c'était une expérimentation à la base. D'ailleurs, c'est une des deuxième ou troisième expérimentations que je fais. J'ai une obsession notamment en fait sur la donnée. Et que je trouve d'ailleurs fascinant le domaine des bases de données, c'est vraiment finalement comment est-ce qu'on peut bouger la donnée d'un endroit A à un endroit B sans aucune interruption. AWS le fait de manière très bien. J'ai regardé beaucoup de white paper, etc. sur la manière dont le backbone, notamment sur des services comme RDS, en fait, sont faits à base de buckets, à base de S3, notamment pour le cold storage,
et tout un système en fait de hot cache en fait qui sont utilisés notamment pour pouvoir avoir un maximum de performance. Et l'idée derrière RepliByte, c'est vraiment à la base, c'est comment est-ce qu'on peut bouger la donnée en fait d'un point A à d'un point B en fait sans aucune interruption, sans aucun problème. Il y a plein de use cases qui amènent à ça, et c'est vraiment ça en gros qui m'a fait démarrer RepliByte en soi. Et RepliByte, j'ai trouvé un use case qui était parce que j'avais en fait d'autres produits que j'avais lancés, notamment Redis-less, qui était aussi une expérimentation dans ce sens-là, qui était comment est-ce qu'on permet de bouger la donnée en fait sur un protocole qui est utilisé par Redis et sur une base de données type Redis entre en fait différentes instances, tout en restant in memory sans avoir aucune dépendance en fait de services externes. Et RepliByte, c'était un petit peu, c'est venu vraiment dans le continuum de cette partie-là, qui était comment est-ce qu'on peut bouger la donnée en fait d'un point A et d'un point B de manière extrêmement simple. Cette idée en fait de réplication de la donnée aujourd'hui en continu par rapport au sujet de RepliByte, je pense que c'est plus un sujet en fait d'actualité, parce qu'il y a plus en fait, il y a pas de use case, il y a pas de substance par rapport en fait à cette fonctionnalité là. Mais c'est quelque chose moi que derrière sur certainement un nouveau projet après, ce serait de vraiment essayer de solve notamment cet aspect-là, parce qu'on peut penser à plein de cas d'utilisation à partir de ça. Mais là, vraiment, on est hors cadre par rapport à RepliByte, qui lui, vraiment dans cette philosophie à la Unix, qui est, je sauve ce problème-là. Il n'y a pas besoin en fait d'en faire des caisses. Si ça fonctionne et que ça marche bien, on va continuer en fait de le maintenir et de faire en sorte que ça marche encore mieux. Maintenant, s'il y a besoin en fait de créer de la réplication entre en fait des bases de données avec de la transformation, ça sera un nouveau produit. Mais c'est un autre use case, hein. Voilà. C'est pas nécessairement le besoin premier des développeurs, enfin du use case dont tu parlais au départ, le pain point du départ. Non, pas du tout. Exactement. Et c'est tout. Et c'est exactement, c'est là où il faut savoir mettre des limites. Juste se cantonner à faire ce qui une chose et la faire bien. exactement c'est ça. En préparant ce podcast, on parlait aussi de DMS Data Migration Service, qui est un service AWS de migration de données, et j'avais posé naïvement encore une fois la question, c'est quoi la différence? Maintenant que tu as expliqué le use case de RepliByte, pour moi c'est très clair. Donc DMS, c'est de la migration pour migrer d'un cloud à un autre, de on-prem vers le cloud, ou éventuellement d'un environnement à un autre, une base de données complète, et migration one shot ou continue. Ici, t'as parlé de deux fonctions très différentes, qui est le subsetting, que personnellement, en tant que développeur, ça me touche immédiatement, parce que je peux avoir une petite base de données de 50 mégas sur mon laptop local qui est un subset consistant des données de la prod, et de l'anonymisation pour les données personnelles, qui sont deux choses dont DMS ne fait pas. Donc ce sont pas les mêmes produits, pas les mêmes use cases, pas les mêmes cibles. Ici, on parle plutôt pour les développeurs, DMS c'est plutôt pour les responsables de l'infra, les DBA, etc. C'est plus clair aussi, et je voulais le dire explicitement parce que peut-être que en nous écoutant, vous vous posez la même question que moi, dire oui, mais il y a déjà un service, et donc autant clarifier. Petite dernière chose pour terminer, parce que j'entends ce mot-là de plus en plus autour de moi, et tu l'as dit au début, développer en Rust. Pourquoi? Alors j'aime bien Rust. Ouais. Alors déjà j'aime beaucoup Rust, mais là pour le coup c'est vraiment ces aspects performance, c'est-à-dire traitement in memory. Et avoir vraiment la finesse, le contrôle en fait nécessaire pour pouvoir faire toutes ces opérations in memory. C'est important parce que nous on traite vraiment lorsqu'on utilise RepliByte, tout est traité byte par byte, et on va analyser. Il y a un lexer parseur que j'ai créé qui permet en fait de vraiment restructurer l'information et et derrière on va l'analyser vraiment cette information. Donc il y a tout cet aspect performance in memory qui doit être fait dans un temps et un laps de temps qui est relativement court pour chacune des opérations. D'ailleurs, là, je suis en train d'écrire des benchmarks pour pouvoir voir les régressions et pouvoir améliorer notamment les performances. Typiquement, j'utilise là aujourd'hui, je m'étais pas trop pris la tête, un vecteur, donc une liste qui va être sans taille fixe allouée sur la heap. C'est très convenient notamment en termes de développement, mais c'est aussi très pénalisé en termes de performance. Du coup là je suis en train de restructurer cette partie-là avec une taille, avec un buffer, un arrêt sur la stack, taille fixe, qui va permettre en fait d'augmenter les performances. Bon, on perdra un petit peu, notamment parce que je ferai une surallocation, mais il y a aussi des modules qui permettent en fait de faire une réallocation, notamment sur la heap si on dépasse. Et là je suis en train de bencher notamment toute cette partie-là, puisque on fait tellement d'opérations par seconde en gros sur le processing, sur le parsing, sur le processing,
que des changements comme ça mineurs ont un impact qui est énorme, notamment sur les performances. Et là, Rust est vraiment hyper pertinent. Voilà, c'est le côté très terre à terre et pragmatique. Alors qu'en fait, Rust, c'est super bien et j'ai adoré et j'aurais pu le faire dans un autre langage aussi. Non, mais c'est marrant parce que on a eu une présentation interne cette semaine sur l'usage de Rust chez Amazon. Juste, voilà, pour éviter de perdre tout le monde dans ces dernières minutes du podcast, c'est un langage de programmation relativement nouveau, quelques années, très bas niveau, comparable au C++, mais avec des tas de fonctionnalités produites par le compilateur pour la sécurité, notamment la gestion de la mémoire, qui rend le choix de ce langage intéressant pour ceux qui font du développement relativement bas niveau, du développement performant ou du développement dans des environnements sécurisés. Le stack HTTP3 SSL de CloudFront est développé en Rust. La micro VM qui permet de faire tourner vos fonctions Lambda, Firecracker est développé en Rust. Et on voit de plus en plus de gros projets partir en Rust et c'est intéressant. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je dois m'y mettre ou pas? Et donc je collecte des données à gauche et à droite. J'avoue que les exemples de code que j'ai vus jusqu'à présent sont un peu... Il y a une courbe d'apprentissage, on va dire. Le langage en lui-même est relativement haut niveau, on va dire, qui est relativement simple. On pourrait même se dire, je connais très bien cette syntaxe. Il y a tous les concepts en fait autour de la mémoire, effectivement, où on se fait relativement piéger au départ. Et c'est cette courbe de mémoire-là dont tu parles, Sébastien. Les courbes d'apprentissage de Rust. TriplyByte, donc un outil qui permet de créer des bases de données de dev et de test qui contiennent les données de la production, mais un sous-ensemble consistant et anonymisé pour des questions de sécurité, évidemment. Un outil standalone que vous pouvez installer côté serveur et côté client et inclure dans vos pipelines de CI/CD pour créer vos environnements chaque fois que vous faites des branches de test sur Git. Un bon résumé en une minute de c'est super, c'est magnifique. Et c'est en open source, c'est sur GitHub, vous avez les liens évidemment dans les notes du podcast. Romaric, merci d'avoir été là, d'avoir expliqué ça avec beaucoup de clarté. Tu es CEO et cofondateur de Covery. Covery, c'est un environnement pour déployer vos applications extrêmement simplement sur AWS. Merci d'avoir écouté ce podcast en français jusqu'au bout. Merci Romaric, à la prochaine et rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.